Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour saluer le verbe, pour célébrer le langage. Délivrez-vous pour installer la poésie comme une valeur en capacité de sauver le monde. Voici le pari de mon invité. Délivrez-vous à son rubricage, délivrez-vous à sa mystique. Ouvrons l'émission avec la rubrique Temps Poème. Je m'en vais vous lire un petit extrait de La Cabine Jaune, un texte de Cito Cavé. Ce personnage est passionnant, en vérité, puisqu'il m'entraîne à la folie. Il est mon père, ma mère étant de vieux amis. Il ressemble de près à l'interminable livre que je voudrais écrire. 2 mois qu'on ne s'était pas revu, 2 mois d'attente désespérée, personne à qui me fier. Puis me vient cette douleur d'écriture qu'est ta compagnie. Nous allons parler de poèmes, de poésie. Nous allons parler de compagnonnage poétique, intellectuel. Qu'est-ce que la poésie peut faire face au désespoir ambiant? Est-ce que la poésie a des responsabilités face au désespoir ambiant? Mon invité a fait un pari. Il pense que la poésie peut sauver le monde. Il s'appelle Jean-Pierre Siménon. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De l'amour, de la lutte contre toutes les sécheresses, du travail des yeux, âpre dans la nuit, du fruit au langage envahi, comme est ton geste avant la joie. C'est cela, ce jour qui va dans le poème, cela qui donne chance sous la torche du soleil. Souvent j'ai parlé de toi, penché sur mon rêve, et tu étais le ciel à ma bouche. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Merci. Et comment vas-tu en Haïti? Eh bien, moi, je suis tout étonné de tout. J'arrive pour la première fois de ma vie à Haïti. Alors, Haïti, pour moi, c'est un mythe. Vous savez, comme pour beaucoup d'Européens. C'est toute une histoire, Haïti. La révolte qui a fondé la Première République, noire, quand même, c'est une histoire que nous connaissons tous en France, n'est-ce pas? Et puis, pour moi, personnellement, il y a tous les écrivains haïtiens. Vous savez, je lis de la poésie depuis toujours, et la littérature, la poésie notamment, haïtienne compte, a compté. Et comme on va dire en général de la poésie des Caraïbes, je pense aussi évidemment à Césaire ou à Derek Walcott et tous ces gens-là. Mais il y a un univers littéraire et poétique ici étonnant de force, de vitalité, et une vitalité qui manque souvent à la littérature européenne. Vous voyez? Alors il y a tout ça, et puis il y a aussi, en contraste violent avec tout ça, l'image que nous avons de Haïti comme un pays martyrisé dans son histoire, avec toutes les dictatures qui se sont succédées, les génocides il y a longtemps, et puis la pauvreté, et puis les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, etc. Donc on a une idée très contrastée d'Haïti. Ouais. À la fois, on pense toujours à un peuple qui souffre,
Et en même temps, il y a toujours, de façon étonnante, ces artistes, Basquiat par exemple, et tout ça, les poètes, la musique, tout ça qui est pour nous tout à fait stupéfiant. Il y a beaucoup de créateurs par kilomètre carré et tu es en Haïti dans un contexte particulier. Tu es là pour la première édition du festival Transpoétique qui est conduit principalement par le jeune poète haïtien Jean d'Amérique. Ce festival Transpoétique, pourquoi tu es rentré dans cette transe ? Pourquoi tu as suivi cette folie ? Parce que ça me paraît tellement important d'être du côté de la jeunesse et du courage. Et Jean d'Amérique, dont on parle, il est les deux, un jeune courageux. Je pense que c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu avant un festival de poésie ici, étant donné ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on dit, je crois, ces gens qui me disaient ça, il y a autant, les poètes poussent ici comme les arbres, hein, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de poètes partout. Et moi, j'ai pu en juger, puisque j'ai rencontré déjà plein de jeunes poètes. Mais c'est incroyable, leur passion, mais aussi leur réflexion, leur savoir, leur culture, ils ont beaucoup lu. Tout ça est complètement en contradiction avec les idées qu'on a de Haïti, que disait un peuple démuni, éprouvé, etc. Il y a une vitalité, encore une fois, une énergie intellectuelle aussi, et de l'âme, et du cœur. Étonnant. Voilà. Et donc je suis venu ici parce que je suis invité dans beaucoup d'endroits, voilà, en raison de mon âge et de tout ce que j'ai pu faire. Et j'étais jamais venu ici, mais c'est surtout parce que moi j'ai une grande confiance en Jean d'Amérique, et que j'ai découvert à travers ses poèmes. Et j'ai trouvé que c'était un poète remarquable pour son âge, n'est-ce pas ? Il ira très loin, à mon avis. Ça sera une grande voix, à mon avis. Vous voyez, j'ai assez lu d'expérience dans l'édition. Ça sera une grande voix de la poésie haïtienne bientôt. Et donc, quand il m'a parlé de son défi de créer un festival de poésie chez lui, ici, j'ai dit, si je pouvais aider, je ne demande pas mieux. Alors aider, c'était venir, en fait. Voilà. Lettre à la femme aimée au sujet de la mort et autres poèmes, publié chez Gallimard. Chez Gallimard, vous êtes le directeur de la collection Poésie chez Gallimard. Et est-ce que être directeur d'une collection de poésie, c'est administrer la poésie ? Et c'est une responsabilité magnifique, d'autant que la collection que je dirige, qui est une collection de poche, qui est très connue, elle n'est pas chère, elle donne à lire tout le répertoire français et étranger, puisqu'on a beaucoup de poètes du monde entier dans cette collection. Elle n'est pas chère, elle permet aux jeunes, aux lycéens, aux étudiants, et à ceux qui sont ni lycéens ni étudiants, mais des jeunes qui aiment la poésie, d'avoir accès au grand patrimoine poétique universel. Ils peuvent lire Neruda, ils peuvent lire, je ne sais pas, Mayakovsky ou Ritsos, ou tellement de poètes de partout, ou Césaire justement, etc., pour pas beaucoup d'argent. Et donc, pour moi, c'est une manière aussi de continuer un combat que je mène depuis toujours, que j'ai mené avant de diriger cette collection, en dirigeant la grande fête nationale de la poésie en France qui s'appelle le Printemps des Poètes. Ce que je fais depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, c'est vouloir transmettre la poésie, partager la poésie. Parce qu'on y vient, je crois que la poésie, et ça c'est une conviction profonde et politique, la poésie est essentielle dans notre existence et dans l'existence sociale, dans la communauté des hommes. Il faut des poètes. Et c'est là qu'on va justement constater ce qui va se passer. Est-ce que la poésie sera en capacité de faire ça ? Nous sommes dans un monde qui installe l'efficacité, la culture du résultat comme valeur. Et la poésie, on a comme l'impression qu'elle ne s'occupe pas de résultats, elle ne s'occupe pas d'efficacité. Comment la poésie peut-elle changer le monde si elle n'est pas dans le même ordre des choses que ce qui se passe dans le monde ? Oui, exactement, mais c'est bien posé la question. C'est que la poésie, elle est, étant donné qu'elle est différente, elle est justement dans une contradiction violente à tout ce qui nous opprime, à tout ce qui nous accable, n'est-ce pas ? Et je crois qu'effectivement, le monde entier, avec la mondialisation, le monde entier est gouverné par le diktat de l'économie, de la productivité, de la compétitivité, on doit être plus fort que l'autre, plus riche que l'autre, plus grand que l'autre. Ce sont des valeurs dangereuses qui opposent les gens, qui créent du malaise dans les sociétés. D'accord ? Donc, il est évident que la poésie incarne, manifeste une autre façon de vivre et de penser la relation aux autres, la relation sociale, de penser notre relation au paysage, au monde, etc. Et c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que si on pensait à l'alternative poétique, peut-être qu'on pourrait se sauver de cette immense oppression qui a lieu partout dans le monde, n'est-ce pas ? Et vous savez, bien sûr,
La poésie, quand je dis la poésie sauvera le monde, il faut parler sérieusement. Un poème n'a pas, comme disait le poète guatémaltèque Aguilera, il disait un poème n'a jamais chassé un tyran. Un poème ne donne pas du pain à l'enfant vagabond. Non, avec le poème, on n'arrête pas la violence, on n'arrête pas la guerre, on ne soigne pas quelqu'un malade. C'est ailleurs que ça se passe. Ce que sauve la poésie, c'est notre âme. Est-ce que c'est notre conscience du monde que la poésie arrive à sauver? Est-ce qu'elle nous donne une conscience augmentée? Oui, je crois. Et le poète argentin Roberto Juarez, il disait « La poésie est un extraordinaire accélérateur de la conscience ». Oui, vous lisez seulement un poème, tout d'un coup vous échappez aux nécessités quotidiennes et vous-même vous grandissez en conscience. Vous avez une compréhension plus fine du monde et plus totale, pas seulement de pensée conceptuelle du discours, mais aussi du corps, de l'histoire, de la mémoire, du désir. Tout ça est pris en compte dans le poème. Et on lit le monde autrement, comme ça. Le poète américain Ferlinghetti disait la poésie peut changer le monde en changeant les consciences, ce que vous disiez, en fait. Et absolument. je crois que la poésie, elle n'est pas d'une efficacité immédiate, mais elle est d'une efficacité à long terme. Et son efficacité, ce n'est pas d'avoir plus, d'être plus fort, plus grand, c'est d'être plus humain. La poésie nous rend plus humains. Il y a place entre nos mains pour des siècles de secrets. Est-ce que le poète est un passeur de secrets, dans le sens où le langage aurait des possibilités qu'on ne soupçonnerait pas, et le poète aurait comme mission sociale de faire circuler le secret, de dire aux gens, écoutez, le langage peut aller au-delà de l'utile. Ah oui, je crois, partout, dans toutes les communautés humaines, depuis l'aube des temps, il y a des poètes. On ne pense jamais vraiment à ça, qu'il y a des poètes dans toutes les cultures, même les civilisations orales. Tout le monde avait, et depuis des milliers d'années, aussi bien en Amazonie que dans le Moyen-Orient, partout il y a des poètes. Et qu'est-ce qu'ils font, les poètes? Ils sont les détenteurs, oui, ils détiennent une chose. Le secret de la langue, du langage de tout. C'est-à-dire, quel est ce secret? Le secret perdu, c'est ce que vous dites. C'est que la langue, elle ne sert pas, le langage, il ne sert pas seulement, et bien sûr c'est utile, il ne sert pas seulement à gérer le quotidien, à faire des courses, à aller voir un médecin ou je ne sais pas quoi. Il a une autre valeur, une autre capacité, il a d'autres possibles. Et ces autres possibles, c'est de révéler en nous la part perdue, la part manquante, la part riche, notre part désirante, notre part d'amour, notre part de joie et de douleur, ce qui fait profondément l'humain. C'est par le poème, parce qu'il pousse la langue hors de ses terres habituelles, disons, il pousse la langue dans son utopie, là où on n'imaginait pas qu'elle pourrait aller. Tout d'un coup, il révèle de la réalité ce qui passe à côté, ce qui est caché, ce qui est perdu de la réalité. Donc, il nous donne plus accès à la réalité. Absolument. Mais Jean-Pierre, nous disposons tous de cet outil qui s'appelle le langage. Oui. C'est peut-être l'une des choses au monde les mieux partagées, le langage. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous en capacité de poétiser le monde? Pourquoi on n'est pas tous poètes? On n'est pas 7 milliards de poètes, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans la matrice? Oui, parce que je crois que c'est vrai. Je crois que tout le monde porte en lui le poète. Tout le monde a la capacité du poème dans le langage. Tout le monde peut utiliser le langage, et on voit bien d'ailleurs, il y a des poésies populaires, on peut tout d'un coup bousculer la langue et lui donner un élan, un feu, elle peut devenir incandescente. Tout le monde peut faire ça. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que les nécessités quotidiennes, souvent, nous donnent pas le temps de ça. Ou alors aussi parce qu'on a peut-être peur aussi de cette liberté que ça ouvre. Vous voyez? Et on peut aller plutôt dans un confort, se contenter, surtout dans des pays plus riches, vous voyez qu'ici, on peut aller dans un confort un peu bené, un peu bourgeois, de mener sa petite vie tranquille. Les CBG, voilà. Et on ne prend pas le risque d'aller chercher plus loin dans l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que la poésie demande un effort de conscience, un effort d'écoute. Vous voyez? Et par exemple, dans mon pays, en France, les gens sont paresseux. Ils ont une certaine lâcheté devant l'effort de conscience. Et d'ailleurs, on voit bien comment les consciences souffrent en ce moment, comment elles sont ralenties, comment il y a plein de mauvaises choses qui circulent dans les têtes, moi je crois, le racisme, la xénophobie, etc. Parce que c'est la conscience qui s'endort. Alors, faire l'effort de conscience que demande le poème, c'est se mettre debout, d'une certaine façon, déjà dans sa tête. Et debout, et la poésie, c'est une langue debout, c'est se dresser, vous voyez, c'est se réveiller, en fait. Donc, ça demande un effort. Et il faut dire que si nous portons tous la poésie, eh bien, souvent, il faut un effort pour y accéder. Donc,
Au fond, c'est le travail de gens d'Amérique, de moi-même et de tout un tas de passeurs dans le monde, c'est de rappeler aux gens qu'ils ont la possibilité de la poésie, ils peuvent la lire, ils peuvent l'entendre, ils peuvent la produire eux-mêmes, qu'il y a une autre façon de vivre. Justement, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces passeurs-là, d'avoir ces éveilleurs de conscience? Supposons que la poésie serait chez tout le monde à l'état latent. Est-ce que si cette poésie n'est pas réveillée par un texte, par un poème, est-ce que la poésie va disparaître s'il n'y a pas de lecteur de poèmes? Oui, mais je crois absolument. C'est pour ça que pour moi c'est un acte politique de transmettre la poésie, de faire entendre. Je veux dire, en France, on a inventé plein de choses. On va sur les places des marchés, on va dans les écoles et on fait que lire des poèmes. Parce que simplement entendre un poème, ça éveille la conscience. C'est la force incroyable et magique du poème. Vous dites 3 vers à quelqu'un qui est dans sa vie quotidienne, etc. Il y a quelque chose qui le redresse tout d'un coup. Il ouvre les yeux. Il y a un sourire qui vient. Parce que quelque chose, justement, lui est révélé de sa profonde humanité qui était cachée, perdue, abîmée, refoulée, etc. Donc, on a besoin, le poème étant lui-même une source d'éveil, on a besoin des gens qui transmettent le poème, qui fassent entendre le poème à tout le monde. Tout le monde a le droit au poème. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde peut entendre le plus beau des poèmes, le plus ancien, même un poème étranger. Tout le monde peut l'entendre. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Dire, faire entendre, faire lire aux gens le plus souvent et le plus simplement possible des poèmes. Et le poème a la force d'éveiller les gens. Mais si, pour vous taquiner, on vous dit que le fait poétique, si beaucoup n'aiment pas la poésie, beaucoup n'aiment pas la littérature, c'est parce que le poème utilise un protocole qui n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que de ce fait, la poésie serait une activité élitiste? Oui, je sais bien, c'est souvent ce qu'on dit. Et moi, ma conviction, c'est que non. Parce que je sais que quand je vais dire des poèmes, pour ma part, ou avec des amis comédiens, dans des lieux où les gens ne se croient pas autorisés à la poésie, ils ont peur de la poésie. Ils disent c'est pas pour moi, justement c'est un truc pour des gens, des intellectuels, riches, des gens savants, etc. Ouais, mais on va voir ces gens-là, on leur fait pas de discours, on leur lit un poème. Et tout d'un coup, ils se rendent compte, ils nous remercient parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables du poème. C'est que les gens ont l'impression que justement, c'est pas pour eux. Et on fait tout aussi pour que les gens soient enfermés dans les nécessités quotidiennes, n'accèdent pas à ça. Puisque j'ai dit que c'était un lieu d'émancipation de la conscience, eh bien on fait tout pour en fait enfermer, endormir les consciences. Voilà ce que je crois. Les gens de pouvoir, ils n'ont pas envie de peuples qui sont éveillés dans leur conscience. Donc on les distrait ou alors ils sont tenus à des problèmes de quotidien qui les obligent à être, et c'est malgré eux qui les obligent à penser. Ils sont occupés à leur reproduction. Mais oui, et à s'occuper simplement à survivre. Alors évidemment, mais je crois que justement, même quand on est dans des difficultés de survie, on se rend compte qu'on a besoin de la survie immédiate, c'est-à-dire de manger, de boire, etc., mais qu'il y a une autre survie essentielle, c'est la survie de l'âme. Et ça, c'est la poésie. Et ça, c'est la poésie qui le permet. Voilà. Ne pas moins se méfier des mots que de la sensation du jour dans les droits. Toute parole s'inverse comme une flamme dans les humeurs du vent. Mais voyez comme chez nous, tout ainsi est fragile et changeant. Une rue a des renoncements, des détours ombrageux qui donnent sur d'autres lois soudaines. C'est heureux. Ainsi se bâtit une ville dans ses pièges, nuit, faille et matin, frottés de poussière et de soleil. Ainsi se bâtit un homme dont le geste s'inverse comme une flamme sous la laine. Il est dans son doute, l'aiguille de la balance qui pèse la marchandise du destin. Ainsi l'amour, comme un langage qui sent le jour au bout des doigts et s'articule dans la nuit. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Jean-Pierre est en forme. Nous sommes en Haïti. Le festival transpoétique bat la mesure. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous.
délivrez-vous. La poésie sauvera le monde, la littérature, l'art, le langage. Je suis toujours avec Jean-Pierre Siméon, page 58. Ou bien, chérirons-nous des libertés concrètes, comme furent un progrès les lampes dans la nuit. Je veux m'arrêter sur le principe de la concrétude de la liberté. Est-ce que le fait poétique permet à l'homme d'aspirer à une certaine liberté? C'est-à-dire, est-ce que l'homme est en apesanteur quand il est en instance de lecture de poèmes? Et la poésie a tout à voir avec la liberté, hein, je crois. D'abord, c'est une liberté prise dans le langage. Ouais. Tout poème, le jeune qui commence à écrire un poème, le seul fait qu'il écrive un vers, c'est déjà une sorte de coup d'état dans la langue. Ça n'a pas de sens dans la langue ordinaire. Tout d'un coup, s'arrêter comme ça ou faire jouer les sons. Vous voyez, rien que l'idée de faire un poème, c'est déjà un petit acte de contestation et de protestation, un acte de liberté par rapport justement à la langue habituelle et tous ses codes, ses lois, etc. C'est déjà ensuite, évidemment, que ce que dit le poète du monde, c'est tout ce qui n'est pas autorisé. Ce qui est autorisé dans la vision du monde, dans ce qu'on dit du monde, c'est ce qu'on dit aux informations. Oui, c'est passe-moi le sel, il y a eu une manifestation par là. Oui, bon, avec être malade, c'est dommage, qu'être riche, c'est mieux. Enfin, on dit des banalités comme ça tout le temps, d'accord. Et le poète, il dit de la réalité du monde, de tout, d'une émeute, d'un baiser, d'un sourire, d'une mort, d'une joie. Il dit ce qu'on n'avait pas attendu qu'on en dise. Il en dit la vérité profonde, il en dit la nuance, il a dit la complexité à travers des images, à travers des rythmes, etc. Et donc c'est ça que je disais tout à l'heure, la poésie libère notre compréhension du monde, elle ouvre notre compréhension du monde. Et ça rend justice. La poésie, il y a un poète français qui disait une chose formidable, il dit la poésie n'est pas exacte, elle est juste. C'est-à-dire qu'elle est juste par rapport à ce que nous connaissons de notre vie en nous, confusément. Elle dit vraiment. C'est pour ça qu'on est émerveillé par un poème, souvent, même si on n'est pas savant en poésie, on est émerveillé parce qu'on dit, tiens, ça parle vrai. Vous voyez, il y a tellement de choses qui parlent faux autour de nous. Et tout d'un coup, on entend autant parler de poésie. Mais Jean-Pierre, il y a comme des gens qui refusent cette vérité. Il y a des gens qui paraissent être totalement loin de la poésie. Des gens qui disent, moi, j'aime pas la poésie, c'est n'importe quoi, encore des poèmes. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens, Jean-Pierre? Ces gens qui pensent qu'ils n'aiment pas les poèmes. C'est très difficile. Mais j'ai écrit un petit livre pour ça qui s'appelle « Aïe un poète ». C'est-à-dire, justement, c'est une lettre à ceux qui ne disent pas de la poésie. Et je pense souvent qu'il y a plein de préjugés, de malentendus. Ceux qui ont peur de la poésie, qui la refusent, c'est souvent parce qu'ils se disent « je ne suis pas capable de ça. Je vais être en échec, en quelque sorte. » Et comme aujourd'hui, on nous dit que pour être quelqu'un de bien, il faut réussir. Il faut dominer, il faut maîtriser, etc. Eh bien non, dans la poésie, on a le droit de ne pas comprendre, on a le droit de ne pas maîtriser. Justement, c'est le lieu de la langue où celui qui l'écoute et qui la lit a le droit à toutes les compréhensions. On n'est pas tenu à faire de l'explication ou du commentaire, on n'a pas à rendre compte de notre lecture. C'est un lieu de liberté et les gens ne le savent pas. Ou alors cette liberté fait peur. On préfère par un langage, souvent, parce que ça rassure, parce que c'est confortable, un langage premier degré, on va dire, qui dit simplement ce qu'il a à dire. Comme ça, il n'y a pas de problème de compréhension. Seulement, à ce moment-là, on ne dit rien du monde. Alors, moi, je fais moins de discours aux gens qui ont peur de la poésie, ou qui la refusent, je ne leur ferai pas de discours de démonstration, j'y vais franco avec des poèmes. Absolument. Je les regarde droit dans les yeux et je leur dis un poème. Mais on constate que dans ton travail comme poète, l'amour est présent. Et tu aimes l'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais qu'est-ce que l'amour dans un poème? Est-il différent de l'amour dans sa concrétude, de l'amour dans sa matérialité? Est-ce qu'il y a deux amours? Un amour magnifié dans le poème et un amour qui serait dans l'ordre le plus trivial. Un amour, comment vas-tu chérie? Fais-moi des bisous. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a deux amours? Non, ça c'est une belle et difficile question. Je ne crois pas qu'il y ait deux amours. Il y a simplement la poésie est l'écho de ce qu'est profondément l'amour. Au-delà des stéréotypes, les films ou les séries de télé nous montrent des stéréotypes amoureux, justement l'émotion, puis la rupture ou les engueulades. Les pleurs, et c'est toujours les mêmes scripts, on a toujours les mêmes histoires de séparation, d'adultère, de genre tout comme ça. C'est toujours des mêmes choses. La poésie, elle va beaucoup plus loin que ça, que peut monter de surface. Et elle nous rend l'amour tel que nous le vivons.
profondément, confusément en nous, justement dans son élan, dans son feu, et aussi dans ses contradictions, dans ses peurs, dans ses inquiétudes, etc. Moi, quand je lis un poème d'amour, ou quand j'écris un poème d'amour, j'essaie de rejoindre la vérité de l'amour, pas seulement justement les stéréotypes habituels. Et alors, moi, je crois que la poésie dit mieux que n'importe quoi, que n'importe quel autre moyen, l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est un langage avec des mots, avec un langage du corps, d'accord ? Un sourire, c'est un langage, etc. Et la poésie, c'est le langage de tous qui, justement, retrouve son corps. Vous comprenez ? Dans un poème, la langue, on entend le cœur qui bat dans le poème. Et le poème dit mieux que tout. Par exemple, je sais pas, un grand poète de l'amour, Paul Éluard, quand il dit d'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. Tout le monde comprend ça. Ou encore, il dit, je sais pas, toi la seule et j'entends les herbes de ton rire. Comment voulez-vous dire ça autrement ? Ou un poète haïtien qui dit « Aime-moi comme une maison qui brûle ». Oui, magnifique, mais bien sûr, c'est magnifique. Et quand on entend ça, tout d'un coup, on prend conscience nous-mêmes de la force de l'amour qui nous habite, ou qu'on nous avons perdu d'ailleurs. Mais est-ce que l'amour dans le poème n'est pas un fait de respect ? Est-ce que chaque poème d'amour n'est pas une manière de respecter l'être aimé ? Je crois, c'est évidemment une célébration, toujours. Ou une déploration, parce que c'est souvent, ça va ensemble. C'est effectivement une célébration, une louange, on va dire une louange. Moi, je ne suis pas un homme de religion, mais le terme louange est très bon ici. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les 12 louanges, qui est de la poésie amoureuse, justement. Donc, oui, il y a ça, et il y a aussi la déploration, forcément, parce que plus intense est l'amour, même si heureux soit-il, il est toujours guetté par la perte. Il est fragile, l'amour, comme la vie est fragile quand elle est intense. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour sinon une vie intense, intensément vécue ? Et on voudrait tous être perpétuellement en état amoureux. On ne peut pas, mais on voudrait. Moi, je pense que la poésie, c'est aussi une manière de dire à tout le monde, vivez amoureusement avec les autres, avec le paysage, avec le vent, avec la pluie, avec le soleil. Vivons amoureusement. Mais même là, même si on a l'amour, comme je dis, du paysage, on sait bien que le paysage peut être ingrat. Il a aussi, le soleil brûle, etc. Enfin, voilà. Oui, tout comme l'amour peut brûler, l'amour peut être ingrat. Mais dans le principe de la perte, Jean-Pierre, quand nous perdons l'être aimé, n'est-ce pas une occasion de renouveler nos possibilités d'aimer ? C'est ce que je crois. Est-ce que chaque déception amoureuse n'est pas une chance, une occasion ? Je pense que j'irai plus loin que ça. Toute mort est terrible, mais par exemple un exil, c'est une mort aussi. Ou un enfant qui est obligé de déménager, de quitter le lieu où il a grandi, c'est aussi une mort. Il y a plein d'autres morts que la mort. La perte d'un amour, c'est une mort. Mais toute mort est terrible. On descend au fond du gouffre et en même temps, c'est forcément l'occasion d'une renaissance. Forcément l'occasion d'un redépart. Parfois, c'est très long et très difficile. Mais la poésie aide à ça. Je sais que beaucoup de gens qui vivent des grandes souffrances, des grandes pertes, lisent de la poésie. Beaucoup de gens m'ont écrit un jour, que je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, vos poèmes m'ont aidé, ou m'ont sauvé, par le coup, m'ont sauvé au moment où, je sais pas, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais énormément, etc. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une force de vie dans la poésie qui est construite, la force de vie de la poésie, elle est construite sur l'idée de la mort. C'est-à-dire, moi j'ai écrit quelque part une chose qui n'est pas très confortable, mais qui est, je crois, vraie, tout poème a pour arrière-pays la mort. Parce que la poésie, c'est l'éloge de la vie vibrante, de la vie pleine et entière, de la vie intense, qu'on voudrait vivre et qu'on n'arrive pas à vivre en fait. Mais on voudrait tous être toujours en état de poésie, en état de transe poétique, n'est-ce pas ? Et bon, eh bien... on sait bien que c'est pas possible, mais à travers le poème, comme ça, on peut renouer avec cette intensité. Et on peut tout faire parce que le champ des possibles est immense. Moi, je me suis toujours dit, tout comme il y a des poèmes d'amour, est-ce qu'on ne peut pas consacrer des poèmes de désamour ? Bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Puisque rien n'est interdit à la poésie. La poésie, je crois, pour ma part, moi qui ai beaucoup lu, et qui lis de tout, d'ailleurs, je lis des essais philosophiques, je lis de la presse, je lis la presse sportive, je m'intéresse à tout, moi, je vis comme tout le monde. Et je crois que la poésie, elle dit le réel dans tous ses états, dans toute sa complexité. Elle dit plus que le reste. Voilà, c'est ce que je pense. Elle est totale. Il n'y a pas de consolation, t'ai-je dit, alors que tu ignorais lointaine à mes côtés, ma main posée dans ta main. Ah, comme je savais que ce qu'il me fallait libérer dans ton silence était chose rude, malvenue.
Quoi donc? Cela que je répétais dans l'ombre, à la demi-voix qu'on a devant la tombe, on porte avec sa vie l'inconsolé comme son sang. Est-ce que le poète, c'est comme un chirurgien? Est-ce que tu découpes les mots? Tu découpes, tu fais une dissection et tu les mets ensemble. Là, je rentre dans ta cuisine de création. Oui. Comment tu opères? Comment tu donnes vie à un poème? Comment tu le travailles? Comment tu l'inventes, ton poème? C'est très difficile dans Gélo de répondre à ça. Tous les poètes vous diront que c'est difficile de répondre à cette question. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans l'écriture poétique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un surgissement, qui est une pulsion, une nécessité. Comme la parole nous vient quand on est, par exemple, quand on est très très heureux ou très très malheureux, il y a quelque chose qui nous vient malgré nous. Comme une fulgurance. Oui, voilà. Et après, il ne faut pas se contenter de ça. Le travail poétique, alors oui, il y a un côté, sinon chirurgien, un côté un peu technique quand même. C'est-à-dire on travaille sur un matériau, un langage. Il y a un poète français qui a comparé le poète au menuisier. Au fond, il rabote ici, il construit. Oui, on construit un poème, c'est vrai. On pense à tout, au rythme, on pense au poids des mots, à leur écho, à leur écho sonore, à l'écho de sens. Donc, il y a un artisanat. Il y a un artisanat. Il y a un artisanat. Et je disais aux jeunes poètes haïtiens que j'avais hier dans un atelier, je leur disais, il faut tenir les deux. Il faut bien sûr écouter votre nécessité intérieure, que la poésie, elle monte en vous comme un magma qui sort du volcan. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Il faut aussi toujours garder la distance et lire et relire le poème et l'ajuster en quelque sorte pour que la parole ait la force que vous voudriez lui donner, qu'elle ne soit pas seulement une confidence personnelle. Vous voyez. Alors donc, je crois qu'il y a un vrai travail d'écriture, de réécriture pour l'oreille. Le poème réussi, c'est un poème qui réclame beaucoup de lenteur. Moi, je crois. La poésie, elle demande de la lenteur en tout, dans l'écriture, dans l'écoute. Il faut qu'on ralentisse notre rythme de vie. La poésie, c'est même une rupture dans le temps. C'est une faille dans le temps. Tout d'un coup, on oublie tout le reste. Quand j'entends un poème, il y a comme une fracture du temps ordinaire qui se passe, comme un grand espace de liberté où on respire, où la vie respire, où l'oreille respire, le sens respire. Tout d'un coup, on n'est plus tenu à la course des gestes et des mécanismes ordinaires, des nécessités, etc. Aller acheter de l'essence quand il y en a. Hein. Non, je fais exprès, évidemment. Je fais exprès. Ou aller, non, tout simplement, vous voyez bien, aller au travail, aller à l'école, etc. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se brise dans l'ordinaire des jours, et tout d'un coup, c'est un espace de liberté, cette liberté dont on parlait tout à l'heure. Alors maintenant, vous savez, je voudrais bien redire un mot sur cette histoire d'écriture, parce qu'on dit toujours qu'il y aurait comme une alchimie. Alors ça a été dit, il y a l'alchimie poétique, il y a comme un secret. Il y a l'inspiration. Oui, bien sûr. Et je disais qu'on ne sait pas trop non plus d'où ça vient. Mais quand même, je crois que tout le monde peut en tout cas essayer d'écrire de la poésie. Tu demandais tout à l'heure, ou tu disais tout à l'heure, comment on sait qu'un poème est bon ou réussi. On ne le sait jamais. Il n'y a que l'autre qui le dit, celui qui le lit et qui l'écoute. C'est le récepteur qui détermine la qualité valeur, de l'œuvre. la qualité. Mais sur l'écriture et sur le principe de la lenteur et sur le désir de publication, oui, en Haïti, il y a beaucoup de poètes, mais certaines fois, tu tombes sur un poème d'un jeune auteur haïtien, tu sens que si ce jeune poète avait fait confiance à la lenteur, le poème aurait mieux fonctionné. Est-ce que ce désir de publication, ce désir d'exister aussi dans le poème, d'installation de soi pour être taxé de poète, est-ce que des fois ça ne gâche pas le talent? Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est des conseils à donner à un jeune poète. Il y a Rainer Maria Rilke qui a écrit un très beau texte qui s'intitule Lettre à un jeune poète, justement. Et moi, il y a beaucoup de jeunes poètes qui viennent me voir. J'en lis beaucoup. Tous les jours, on peut dire que je reçois des manuscrits ou des livres. Surtout à Gallimard. Oui, voilà. Et moi, je les écoute tout le temps. Et pour te faire plaisir, tu vois, je vais dire, je les incite à la patience. Je dis, c'est bien. Alors, je dis toujours, j'encourage toujours. Je dis, oui, il faut y aller. Tu veux être poète dans ce monde-là, vouloir être poète plutôt que, je sais pas, supporter du PSG ou de Real Madrid. Bon, on peut, j'ai rien contre. Mais écoute, c'est bien. Moi, j'ai des choses contre. Moi, j'aime pas le football. Mais moi, quand je vois un jeune qui écrit de la poésie, je l'encourage toujours. Je dis, voilà, ça, justement, c'est un acte déjà de liberté, d'une objection au monde dans lequel on est. Donc, j'encourage, mais je lui dis, sois patient. Il faut cet élan qui te porte, mais il faut aussi, ce que je disais, prendre le temps. Faut pas, moi, je le sais parce que j'étais jeune, impatient.
Ouais. Impatient de publier, impatient de voir mon nom dans une revue, sur un livre, etc. Et je me suis rendu compte, j'ai publié assez jeune, à 21 ans, c'était jeune. Ouais. Mais en même temps, je me rends compte que c'était pas utile. Qu'aujourd'hui, je dis non, c'était pas bien de publier ça. Mais quand on est jeune, on est impatient, c'est normal. Ouais. Hein, c'est d'accord. C'est le propre de la jeunesse. Hein. Ouais. On est impétueux, on est pressé, on veut changer le monde. Mais ce dont on a besoin, en fait, pourquoi on a envie d'être publié, c'est qu'on a envie d'être reconnu comme poète. Ouais. Alors je crois que ce qui est nécessaire pour un jeune poète, c'est plutôt le dialogue, qu'il ait des interlocuteurs. Et moi je me donne aujourd'hui, à mon âge, avec mon expérience, je me donne pour obligation de répondre à tout le monde. Quand j'avais 19-20 ans, j'écrivais aux poètes connus chez moi. J'écris Aragon, des grands poètes et tout, et j'attendais une réponse. Il y en a qui m'ont répondu, Pierre Séguers, qui est un poète important, ouais. d'autres, ils m'ont répondu. Et ce dialogue-là est très important, parce qu'ils reconnaissent en vous, ils légitiment en quelque sorte votre effort poétique. Ils disent, oui, c'est bien, continue. Enfin, c'est pas bien encore, mais il faut continuer. Mais moi, je crois que ce qu'il faudrait, c'est que le jeune poète ne soit pas seul. Mais ici, en Haïti, c'est formidable parce qu'ils se rencontrent, ils parlent ensemble, ils font des lectures dans les bistrots. Ça se fait aussi de plus en plus en France. Et d'ailleurs, par rapport à ma génération ou celle d'avant, il y a de grands progrès. Un jeune poète, il est moins seul qu'avant. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être parfois lui dire, sois pas si pressé d'être publié, d'être reconnu. Prends le temps, on a tout le temps. Ouais. S'il y a un endroit où on n'a pas besoin de gagner tout de suite, on n'est pas des winners, nous. Hein, on s'en fout. Donc, on n'a pas besoin de ça. C'est d'abord un travail par rapport à soi-même. Ouais. Hein, et il faut asseoir le temps. Moi, je crois ça. Ouais. Pour que tu t'éveilles encore plus dormante, cherchant l'or à genoux, je t'emporte loin dans l'impudeur des nuits où tout dit ensemble et le poème et son blasphème. Pour que tu dormes sans plus de respiration que le recommencement du rêve, c'est obscur dans la vague que la rame retient. Je dors plus encore jusqu'à faire de tes mains ma raison intime. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Nous sommes en plein territoire de poèmes. Nous sommes en transpoétique. C'est la première édition du festival. Ça se passe à Port-au-Prince, là maintenant, du 18 au 21 septembre. Jean-Amérique, big up, on respire Jean-Pierre. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Seul celui qui aime voit clair dans le siècle, où la pauvreté est robuste, où le danger colle aux dents des peuples comme une eau sèche. Seul celui qui aime existe devant les lèvres brûlées et la rage qui grandit entre l'os et la peau comme une graisse. Seul il tient dans les gémonies parmi la foule des gémissants sous l'œil de l'histoire son verdict de nuées et de flammes. Seul à ne pas s'absoudre dans le gémissement obscène des fauteuils. Seul celui qui aime et qui porte, quoi qu'il en soit, du sang tombé, un hymne dans sa voix. L'hymne dans la voix, ça tombe bien sur la question que j'allais te poser. Est-ce que la diction poétique réinvente le poème? Est-ce que la façon dont on dit un poème, c'est un autre poème? Ah oui, sûrement, sûrement. Parce qu'il y a le corps, parce qu'il y a la présence, tout simplement, charnelle, quoi, voilà. Et puis... il y a deux façons de lire le poème qu'on ne doit pas opposer. Il y a la façon ordinaire, peut-être la plus ordinaire, qui est de lire tout seul un poème dans le livre ou sur une feuille de papier. Là, on a tout le temps de lire, de relire, de mettre du silence où l'on veut, de s'arrêter, on lit 3 vers et puis on regarde par la fenêtre et puis on relit, etc. C'est une manière de lire essentielle. On ne peut pas s'en passer parce que là, on est tout seul avec le poème et justement, on se débrouille tout seul. Et puis il y a l'autre qui est celle on illustre ici quand on lit des poèmes. Alors celui qui écoute le poème, c'est une autre manière de lire la poésie.
Et alors là, il y a quelque chose en plus. Le corps, la voix, la présence. Mais ce quelque chose en plus, c'est formidable, d'une certaine façon. Ça donne plus de vie au poème, plus de présence au poème, mais en même temps, c'est un danger. Parce que quand on dit le poème comme ça, forcément, on l'entend d'un coup. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas dire, tiens, cette image me plaît, je voudrais rêver autour, la déguster. On est obligé de... Ça va vite, ou d'une certaine façon, ça va trop vite presque pour la poésie. Donc, quand écouter un poème, c'est formidable. Ça donne une idée du poème, ça donne une idée de l'atmosphère du poème, de sa ligne de vol, comme disait le poète français René Char. Comme ça, il dit, la ligne de vol du poème, elle doit être sensible à chacun. Tout le monde sent un poème à l'écoute. Mais pour vraiment entrer dans le poème, il faut le temps, il faut l'arrêt. Donc moi je dis qu'on peut passer 1 heure à lire divers, quoi. Mais par rapport au principe de la ligne de vol, par rapport à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, pour intéresser plus de jeunes à la lecture, est-ce qu'il faut que le poème reste poème, c'est-à-dire tel qu'il a toujours été constitué dans son protocole, ou est-ce que le poème doit aller chercher les jeunes lecteurs? Est-ce que le poème doit rentrer dans les WhatsApp? Est-ce que le poème doit aller sur Facebook, sur Twitter? Est-ce que le poème doit changer de médium pour atteindre le maximum de gens que possible, ou est-ce qu'il doit continuer à être tel qu'il a toujours existé? C'est une question difficile, Angelo. Moi qui ai été responsable en France de grandes manifestations poétiques, je me suis beaucoup posé ces questions. Jusqu'où on peut aller pour démocratiser la poésie, pour la faire partager? Alors moi, j'ai rien a priori contre tous les moyens de diffusion. Le livre est un moyen de diffusion, Facebook en est un autre, Twitter en est un autre, etc. Seulement, il y a des moyens de diffusion qui sont contraires à la poésie, qui l'abîment en quelque sorte, peut-être. Alors, c'est juste la limite. Moi, j'ai rien contre a priori. Après, il faut voir si c'est juste, quoi. Qu'il y ait des poèmes sur Internet et que ça circule, tant mieux. Ça donne à des gens la possibilité de lire des poèmes qu'ils n'auraient jamais lus autrement. C'est bien, ça. Moi, je suis content d'aller parfois sur Internet, je rechercher un poème d'un poète que j'aime, et puis tout d'un coup, je vais le trouver sur Internet. Comme ça, c'est commode, on est d'accord. Mais je ne pense pas que ça réinvente la poésie. Je pense que pour les jeunes, que je rencontre beaucoup, justement, ils ont aussi besoin de sortir de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, etc. De WhatsApp, et que le rapport humain simple d'une voix à une autre, d'une voix à une oreille, comme on est là en face, ou autour d'une table ou d'un bistrot, on lit un poème, ils se rendent compte que là, il y a quelque chose qui est perdu dans les moyens modernes, médiatiques de diffusion. Parce que tous ces moyens numériques de diffusion qui sont d'accord, formidables. Moi, j'ai une tablette, je ne vis pas en dehors de mon temps, mais ils perdent quelque chose. Ils perdent la présence humaine. Et ça, c'est terrible pour la poésie, parce que la poésie, c'est quelque chose de sensible, de concret, justement. On en a parlé. C'est une parole concrète. D'ailleurs, le poète Aragon, Louis Aragon, le poète français, il disait « La poésie, c'est l'état de la pensée concrète ». C'est-à-dire, tout d'un coup, les choses qui nous paraissaient lointaines et abstraites, elles deviennent présentes et concrètes et charnelles. Et donc, je crois qu'on a besoin aussi du corps et de la présence, la coprésence. Même le livre, c'est un corps. Le papier. Et moi qui dis que je peux aller lire des poèmes sur Internet, rien ne remplace pour moi, et ce n'est pas une question de génération. Parce que je sais que c'est vrai pour des jeunes. Rien ne remplace le papier qu'il me faut aussi. Bien sûr. Moi, les livres numériques me fatiguent, mais très rapidement. Très vite. J'ai besoin du toucher, j'ai besoin du papier. Il me faut Gutenberg. Mais c'est vrai pour la poésie. Par exemple, si on veut lire des articles, Internet va très bien pour des recettes de cuisine, pour du jardinage, je ne sais pas quoi. Pour ça, Internet, on n'a pas besoin de livres. Là où on a besoin de livres, c'est pour des paroles qui importent, pour des paroles où le langage est fort, dense, intense, justement. Alors là, on a besoin du livre. Parce que regardez, dans le poème, il y a du blanc, le texte respire, et on respire avec lui, on prend le temps, justement. Moi, je pense que les jeunes le sentent très bien, parce que je vois beaucoup de jeunes qui aiment le livre, qui veulent être publiés dans le livre. Il y en a qui publient sur Internet, mais toujours, à un moment ou à un autre, ils veulent le livre aussi. Alors, ce n'est pas seulement une question de reconnaissance. Ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, que le poème apparaît dans le livre. Il existe vraiment plus que sur Internet, où il est noyé dans les 1000 milliards de messages, d'informations, etc. Là, vous avez un livre, vous le donnez à quelqu'un, c'est comme une poignée de main. Vous savez, Paul Celan, il disait il n'y a pas de différence de principe entre un poème et une poignée de main. Absolument. Voilà. Mais dans la transmission de la poésie, il y a beaucoup de jeunes qui regardent maintenant cette émission, qui ont une photo cliché dans la tête. Beaucoup de jeunes haïtiens vont te dire « Ah, moi, j'aime les maths.
moi je suis dans les maths, la poésie, la littérature. Ah non, 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 pas du tout. Ou bien, moi j'aime la littérature, j'aime les poèmes. Ah, les maths, physique, chimie. Comment faire comprendre aux gens que le poème, c'est une mathématique du langage. Ah oui, c'est vrai. Il y a comme une mesure entre mathématiques et poèmes. C'est possible d'aimer et les mathématiques et les poèmes. Mais oui, moi je connais. Écoutez, un des plus grands poètes français d'aujourd'hui, c'est un grand mathématicien, c'est Jacques Roubaud, qui était un grand professeur de mathématiques à l'université, chercheur. Mais vous savez, Einstein, il disait que lui, pour lui, l'intuition poétique était aussi importante que le calcul mathématique dans tout ce qu'il a fait. Et moi, je connais, par exemple, j'ai un ami qui est astrophysicien, qui a écrit des livres de poésie, un grand astrophysicien qui travaille à la NASA et qui travaille au Japon, et un Australien français qui écrit de la poésie. Il n'y a aucune contradiction. Ouais. Pourquoi opposer l'esprit mathématique, ou on va dire l'esprit géométrique, Voilà. à l'esprit de finesse ou de poésie? Mais on peut vivre les deux. Absolument. Enfin, on peut aimer la mer et la montagne, non? Absolument. C'est vrai, on peut aimer le vin et le café. Pas parce que j'aime le vin que je ne boirai pas de café. Enfin, et c'est exactement ça. Je veux dire, bien sûr qu'on a besoin de tous les moyens de comprendre le monde. On a besoin aussi de la raison, on a besoin aussi de la construction du concept, de la pensée discursive, comme on dit de façon savante. Ouais. On a besoin d'une pensée abstraite comme la philosophie. Et on a besoin aussi, on a tous besoin, nécessité absolue de la poésie, du langage sensible de la poésie. Et encore une fois, moi je dis aux jeunes, ne croyez pas qu'on soit spécialiste de ci ou de ça. Quand on est humain, on est spécialiste de tout, non? L'humain, il a accès à tout. Parce que le savoir est dans l'espèce. Il y a beaucoup de gens qui considèrent les poètes comme des rêveurs, presque des clowns au sein de nos sociétés, des amuseurs, des gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Ah, c'est un poète, il ne sait rien de la vie, il est pas... C'est un déconnecté. Comment faire comprendre, Jean-Pierre, aux gens que le poète est tellement connecté qu'il fait des poèmes? Mais bien sûr, Angelo, c'est tout le contraire, évidemment. Ouais. On est dans un contresens absolu. Et il y a déjà au XVIIIe siècle, il y a un poète allemand, Novalis, qui disait « plus il y a de poésie, plus il y a de réalité ». La poésie, je l'ai dit, elle dit plus la réalité que les informations, etc. Elle dit la réalité dans toutes ses strates, dans toutes ses composantes. La réalité, c'est pas une chose... C'est pas une effigie comme ça en carton. La réalité qu'on vit, nous, elle est pleine de nuances, de profondeur, d'épaisseur, de complexité, Elle a une construction sociale ou c'est la réalité? Bien sûr. Et donc, la poésie donne accès au réel profond. Nous, d'habitude, on voit le réel comme dans un miroir. L'image, c'est tout. Et la poésie, elle nous permet d'aller plus loin que ça. Voilà, donc, je ne sais pas comment dire à quel point on se trompe quand on dit que la poésie n'est pas le réel. Les poètes ne sont pas des rêveurs. Les poètes, moi, tous les poètes que j'ai connus, ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde. Regardez, nous, ici, au festival Transpoétique, on est complètement conscients du grand malaise social. Mais oui, et on sait très bien que c'est légitime, qu'il y a une grande souffrance, etc. Il y a le poète... Derek Walcott, quand il a eu le prix Nobel de littérature comme poète, il a dit cette chose, il a dit aux Antilles, « Poetry is poverty ». Il dit avec un V, c'est-à-dire avec une vie. C'est un jeu de mots formidable. Poetry, poverty, c'est-à-dire que c'est la poésie avec la vie, le V de la vie et la pauvreté en même temps. Et je crois que c'est une manière de dire que le poète, il n'est pas absent des préoccupations de tous, que la poésie, elle comprend aussi la pauvreté. Elle peut en parler, elle peut s'approprier de cette pauvreté. Bien sûr. Et maintenant, est-ce que le poème est tenu d'avoir un parti pris dans le social? Est-ce que le poème est tenu d'être engagé? Non. Moi, je me définis comme un poète engagé, au sens justement où je crois que la poésie a à voir avec la vie de tous, avec la communauté humaine, avec la cité, avec les préoccupations de tous. Ça, je le crois. Mais après, ça ne veut pas dire que le poème lui-même, il doit être forcément un tract ou le porte-parole, ou non. Il peut l'être. On a vu des poèmes engagés de grande qualité, enfin Pablo Neruda ou Federico García Lorca, ou je ne sais pas, ou tellement d'autres, ou Éluard, le grand poème Liberté, par exemple. Alors, il peut l'être, mais le seul danger, c'est que la poésie, pour pouvoir prendre la parole politique, perde la force de la poésie, qui est
ce travail dans la langue, qui est le chant dans la langue. Il ne faut pas qu'elle soit... C'est l'engagement esthétique. Oui, voilà, il ne faut pas qu'elle perde sa force esthétique. Et le danger de ça, c'est quand la poésie, elle est prise par l'urgence du politique, du cri, de la colère, de la protestation, elle peut perdre ce qui fait sa force, c'est-à-dire une langue différente. Et si à ce moment-là, sinon, elle se banalise. Elle va dire des évidences. Elle va dire la vie, elle n'est pas belle, le monde est une poubelle, je suis en colère, etc., etc. Enfin, des choses. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de poète. Le poète, il apporte autre chose. Il dit la malheur du monde, il dit la souffrance. Il dit même, moi, dans un des poèmes que vous avez lu, je parle des rues qui sont des rues et de la poussière des villes et des rues qui obéissent à d'autres lois, qui ont des détours ombrageux et qui débouchent sur d'autres lois soudaines. Ça fait penser aux émeutes dans la ville, hein, pour moi, ça. Absolument. Exactement. Ouais. Et donc le poète, il prend en compte ça aussi, d'accord. Ouais. Mais il ne le fait pas, encore une fois, comme le fait un politique. Moi, j'étais un militant syndical et politique, mais c'est un autre langage, d'accord. Et c'est un autre niveau du réel. Donc il ne faut pas que les gens pensent que le poème est là pour invisibiliser la réalité sociale. Le poète n'est pas un illuminé, c'est pas quelqu'un qui plane. Oui, il a son petit nuage, il fait des poèmes, mais il n'est pas totalement déconnecté des choses, de la réalité et de ce qui se passe autour de lui. Et un des plus grands poèmes politiques du XXe siècle, un des plus grands poèmes engagés du XXe siècle, c'est pour moi le Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Or, vous voyez, c'est pas un poème tract. Pas du tout. C'est un poème plein de richesse de langue, plein de surprises. C'est très écrit. C'est très écrit. C'est d'une force poétique extraordinaire et ça parle bien au-delà de la circonstance. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas noir comme moi, qui n'a pas l'histoire de l'esclavage comme moi, n'est-ce pas, qui ne soit pas né aux Antilles comme moi, qui ne connaît pas les volcans dont il parle, tout ça, eh bien, moi, je lis ce poème-là, je suis bouleversé, je suis en transe poétique, je suis complètement saisi par cette poésie-là. Ça veut dire que cette poésie engagée-là, elle vaut parce qu'elle parle à tous les hommes. Elle parle au-delà de la circonstance immédiate, d'accord. Un poème d'un Haïtien qui parlerait aujourd'hui de ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, il pourrait être lu même dans 50 ans ailleurs s'il parle d'autre chose que de ça. Il en parle, mais il en parle dans une dimension autre qui fait que ça touche tous les humains. Il faut Barbara dans l'histoire. Avant de dire qu'elle connaît la guerre, il faut mettre Barbara. Voilà, oui, mais c'est exactement ça, ça. D'ailleurs, on peut lire, il y a des poèmes de la résistance en France, de la résistance contre le nazi. Les poètes se sont battus par leurs poèmes. Il y a des poèmes qui continuent à se lire aujourd'hui, justement des poèmes d'Éluard ou d'Aragon, et il y en a d'autres qu'on lira plus parce qu'ils sont simplement, ils s'arrêtent à la circonstance. Les autres, et c'est des poèmes qui parlent de la circonstance. Il y a un poème d'Éluard qui s'appelle Couvre-feu, qui parle d'un couple d'amoureux dans une chambre et qui ne peut pas sortir parce que les rues sont barrées. Ça pourrait arriver aussi ici. Hein. Et il parle donc d'une situation tragique de la guerre en 1942 ou 3 à Paris, etc. Mais un jeune qui lit ça aujourd'hui, il ignore la guerre de 1942 à Paris, etc. Mais la force qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire l'amour dans la violence, au cœur de la violence, et l'amour qui sauve, alors que tout autour est violent et tout est interdit, les rues sont barrées et la liberté revient dans le geste amoureux. Et c'est cette richesse de l'expression qui installe le poème dans l'éternité. Voilà, qui fait qu'on peut lire. Qui fait que le poème est atemporel à un moment, parce qu'il prend la réalité, mais totalement. Tu as un mot préféré, Jean-Pierre? Un mot préféré? Ouais, tu es amoureux d'un mot. Ou c'est ton petit mot, tu aimes ce mot? Tu sais, j'aime tellement beaucoup de mots. Je ne sais pas, j'hésiterai, moi. Peut-être j'aime beaucoup le mot désir, parce qu'il résume tellement de choses. Ce qui nous sommes tous, au fond, des hommes de désir, des êtres désirants. Et le problème, c'est que notre désir est sans arrêt interdit, réprimé, de toutes les façons possibles. Nous avons cette volonté de puissance, comme on aurait dit. Oui, exactement. Et le désir, il est le désir amoureux, il est le désir de sortir de toutes les prisons. C'est ce qui nous ouvre. Le désir d'avoir de l'essence dans les stations-service. Mais moi, hier, à l'inauguration de la conférence, avant-hier, je disais ceci, faisais un jeu de mots sur l'histoire de l'essence. Nous avons besoin, c'est vrai, de gallons d'essence. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire... Les poètes n'ignorent pas qu'on vit avec des nécessités, quoi. On a besoin... On ne peut pas vivre indécemment comme on vit dans des bidonvilles. Le poète, il le sait, ça. Mais nous avons besoin aussi de l'autre essence, le mot essence au sens d'être, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de gallons de poésie, qui nourrissent... Du coup, qui nourrissent notre énergie vitale. Il faut des gallons jaunes de poésie. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de nourrir notre énergie vitale. Même quand tout va mal, même que l'autre énergie manque, il y a l'énergie vitale qu'il ne faut jamais oublier.
Et d'ailleurs, à mon avis, quand je vois des jeunes poètes ici, haïtiens, dans le contexte si difficile d'Haïti, qui ont cette passion, cette ferveur pour la poésie, je me dis, parce que justement, eux, ils ont de l'essence, ils ont du carburant humain, ils ont de l'âme. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Il y a un mot que tu n'aimes pas, Jean-Pierre. Tu te dis, ah ouais, ce mot-là, c'est pas mon mot. Il y a eu une grande histoire de désamour entre ce mot et toi. Oui, alors ça, pour moi, c'est le mot haine. Ouais. Je ne comprends pas la haine. Ou la violence, peu importe. La violence. Et c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais je peux comprendre qu'il y a des circonstances qui font la violence, hein, qu'il y a des déterminations. Mais quoi qu'il en soit, moi, depuis toujours, c'est quelque chose qui m'est complètement antagoniste profondément. Tout ce qui est haine ou violence, je ne peux pas comprendre ça. Je pense que c'est des grandes maladies de l'être. Ouais, il faut évacuer la haine du monde. Il faut de toute façon toujours, quand on a la tentation de la violence, moi je peux avoir des colères, mais je voudrais que mes colères soient joyeuses. Absolument. Qu'elles soient, si je veux dire, des saines colères. Elles peuvent être franches, fermes, on sait pourquoi, mais elles ne doivent pas être rentrées aigres, amères. Je crois que c'est ça qui fait la haine et la violence inutile. Voilà. Jean-Pierre, tu as beaucoup lu, tu as lu beaucoup de poésie, mais il y a un jeune qui te regarde là maintenant à la télé qui voudrait bien que tu lui dises quels sont les 3 poètes qui te hantent, qui t'accompagnent, qui sont toujours avec toi. Alors, 3 poètes. Là aussi, il y en a tellement. Je vis avec les poètes. Moi, il y a un poète français que j'aime beaucoup, c'est Apollinaire, que tout le monde peut lire. Et puis, il a tout inventé, il a tout essayé dans les formes poétiques, etc. Il y a Apollinaire. Il y a, moi, je dirais Mahmoud Darwish, que j'aime beaucoup. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, par exemple. Je parle de poètes du XXe siècle, on va dire, récents. Alors, je vais gérer un compte personnel très rapidement. J'ai un collègue à la télé qui s'appelle Gérin, qui m'a pris mon Darwish. Gérin, il faut que tu me rendes mon livre. Oui. Et puis, c'est très difficile parce qu'il y a plein de mots de poètes qui me viennent à l'esprit et à la bouche, pardon. Non, mais tenez, par révérence aux Antilles, Aimé Césaire, qui m'accompagne depuis longtemps. Et que je trouve un poète immense. Voilà. Jean-Pierre, je rappelle le titre de tes 2 livres que j'ai là avec moi. Je rappelle que tu en as publié plein d'autres. Lettre à la femme aimée, au sujet de la mort et autres poèmes. Et bien entendu, la poésie sauvera le monde. Tu t'appelles Jean-Pierre Siméon et tu as comme métier poète. Merci Jean-Pierre, et je rappelle que tu es aussi en Haïti dans le cadre du festival Transpoétique qui se passe dans le pays du 18 au 21 septembre. Il y a de la poésie à vivre à Prince-Hôtel, au Centre d'Art. Sur Facebook, vous pouvez suivre ce festival qui propose de très belles performances, des ateliers. Et comme quoi, la poésie nous permet de résister et de nous installer dans le réel. Malgré les pannes d'essence, on aura toujours de l'essence poétique. Merci de nous suivre. Le staff technique de l'émission, que je remercie aussi profondément. Je vous dis, continuez à lire, continuez à charbonner votre intelligence, continuez à résister en lisant. Et dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.